Une ville entourant un lac dans un cratère est en alerte. Au centre se trouve une fleur qui a pris racine. Un villageois explique comment elle transforme l'eau du lac en une solution saline, étouffant la vie aquatique dont ils dépendent pour leur subsistance. Certains villageois ont essayé de vaincre la fleur, mais après que l'un d'entre eux ait succombé à ses blessures, les souris âgées ont engagé un nomade pour faire face à la menace. Malheureusement, le nomade a envoyé son disciple à la place, une jeune femme. Lorsqu'elle arrive, les villageois ne peuvent la quitter des yeux. C'est la seule humaine qu'ils aient jamais vue. Son corps imberbe les émerveille. Habituée au regard, elle proclame qu'elle est Belle Leblanc, l'élève de Sian Leblanc, et qu'elle est ici pour tuer ceux qui se trouvent au centre du lac. Maître Shredder la dirige vers les tentacules qui dépassent de la surface de l'eau. Les villageois sont heureux d'entendre la jeune fille accepter de s'occuper de leurs problèmes, mais ils sont déconcertés par son empressement à se régaler de la chair des fleurs. Elle enlève sa chemise, prend son élan, saute du quai et se met à courir à la surface de l'eau. La créature réagit et elle est entraînée en bas par l'un de ses tentacules avant de se lancer sur la terre ferme avec le tentacule sectionné. Belle confirme qu'il s'agit bien d'un Negroni, un calmar fleuri avec des bois, ce qui est logique d'un point de vue spirituel. Elle saisit son épée Runding et l'utilise pour bloquer un coup de tentacule avant d'utiliser une forme de magie ou autre pour transformer la lame en bois en quelque chose de tranchant, ce qui lui permet de trancher plusieurs tentacules et d'attaquer directement le corps principal de la créature. Malheureusement, cela libère une pluie d'eau salée avant que la créature ne meure lentement. Il s'avère qu'elle peut parler à cette satanée chose, ce qu'elle ne fait qu'après l'avoir mortellement blessée. Il lui dit qu'il voulait juste répandre ses graines et elle finit par en emporter une, ainsi qu'un morceau de la chair de la fleur. En rentrant chez elle, Belle jette la graine dans une rivière, afin qu'un jour, sa progéniture puisse elle aussi terroriser un village entier. Une fois rentrée chez elle, elle prépare un plat pour elle et son maître, Sian. Après coup, elle se demande pourquoi il n'est pas parti à sa place, et il écarte la question en disant que ce n'est pas son rôle d'Enola, d'instructeur. Ils discutent de la poursuite de leur voyage, car Belle craint d'être capturée par l'armée du vide insatiable. Elle demande s'ils rencontreront un jour quelqu'un comme elle, mais Sian rejette l'idée car il n'a jamais vu ni entendu parler d'une autre personne de son espèce. Alors, il lui dit de partir en voyage, à Park City, et de traverser les épreuves pour devenir elle-même une nomade. Cette nuit-là, son épée Runding commence à briller. Lorsqu'elle la saisit, elle a une vision d'elle-même enfant, entourée de gens dégoûtés par son apparence. Elle s'enfuit vers un château où elle trouve l'épée enchaînée dans un entrepôt. Quand elle la touche, les chaînes disparaissent tandis qu'elle brille en rouge. En sortant, elle est attaquée par un garde et se défend lorsque l'épée lui parle. Un deuxième garde comprend qu'elle agit pour l'épée. Elle est ensuite enfermée dans une pièce avec l'épée. Puis, elle se réveille dans sa chambre, dans son lit, avec l'épée, et dit qu'elle est heureuse qu'elle la comprenne. Le matin suivant, elle dit à Sian qu'elle passera les épreuves et deviendra une nomade. Dehors, ils s'affrontent pour sa dernière leçon. Il lui révèle que les nomades portent une malédiction et que la sienne l'empêche de se battre à moins qu'il n'enseigne à quelqu'un. Apparemment, il ne peut transmettre la malédiction que par le sang. Alors, ils se coupent tous les deux et pressent leurs blessures l'une contre l'autre. Le visage de Sian devient flou et les souvenirs de Belle à son sujet commencent à s'effacer. Il explique que c'est exactement comme ça que ça doit se passer et que toute personne qui remet en question ce processus alambiqué est stupide. Même si elle oubliera tout de lui et n'aura aucun souvenir de leur temps ensemble, la seule chose dont elle a besoin, ce sont les leçons qu'il lui a enseignées, qu'elle se rappellera, mais sans se souvenir d'où elles viennent. Et après tout, qui se soucie de la cohérence? Ce n'est pas nécessaire. Il ne lui reste plus qu'à le tuer pour que son héritage perdure, même si elle l'efface littéralement en le tuant. Plus tard, dans une sorte de forêt de pierres incandescentes, Belle se demande si elle est née d'une sorte d'œuf de pierre et regarde le ciel pour voir un autre monde. Peut-être n'est-elle même pas de cette planète. Alors qu'elle s'allonge pour se reposer,
Un spectateur dans un arbre se réjouit d'avoir enfin trouvé la fille de la raison. L'amulette qu'elle porte au cou s'illumine lorsqu'elle se réveille. Un lapin apparaît et tire sur sa manche. Elle lui offre un peu de sa boisson, mais il ne semble pas intéressé. N'en pensant pas moins, Belle décide de poursuivre son voyage jusqu'à Park City. À son arrivée, les habitants chuchotent tous sur son apparence alors qu'elle se dirige vers la taverne. Le tavernier lui explique comment les choses se passent, comment la ville est divisée en 2 classes, les bons et les méchants. Belle est soudain frappée par des souvenirs de Kian, bien qu'elle ne puisse pas vraiment s'en souvenir. Il y a une agitation, et Belle se retourne pour voir la créature enfant lapin entourée de voyous, apparemment issue de cette classe maléfique, déterminée à en finir avec la petite chose. Belle brandit sa lame, mais lorsqu'elle tente de frapper, quelque chose la retient et elle finit par briser les épées des garçons au lieu de porter des coups. Lorsque toutes leurs épées gisent en morceaux et que les garçons s'enfuient, le tavernier lui dit de filer, car les bons vieux gars ne tarderont pas à venir l'arrêter. Il mentionne quelque chose à propos des épées qui ne peuvent plus grandir après avoir été brisées de cette manière, faisant allusion à une idée ou une propriété, suggérant que le métal est d'une certaine façon vivant. Belle ne parvient pas à échapper aux forces de l'ordre. Elle est emmenée au cachot en attendant qu'il détermine exactement ce qui s'est passé. En raison du temps qu'elle a passé en prison enfant, cela ne l'affecte pas trop, même si elle ne se souvient même pas de son enfance. Elle réalise que son incapacité à couper quoi que ce soit doit être sa malédiction et se souvient qu'elle ne peut pas se rappeler Sian. Belle décide de défoncer la porte et demande au type qui l'a enfermée d'aller chercher le garde qui l'avait arrêté enfant. À la taverne, une silhouette voilée apparaît dans l'embrasure de la porte. Le tavernier est choqué et l'appelle Adonis. Apparemment, cette personne n'est pas censée être dehors, ou quelque chose comme ça. Sa préoccupation concerne les lames brisées, alors le tavernier lui dit que certains des garçons logent à l'étage. Dehors, l'armée du vide insatiable déambule dans les rues. Ce sont des zombies, juste des zombies. Le gardien mentionne quelque chose à propos de l'augmentation de leur rang. Le garde, Gaff, offre à Belle une maison décorée ou quelque chose comme ça, et lui donne une plaque d'identité car elle a été enfermée parce qu'elle maniait une épée sans plaque. Elle refuse d'abord, car elle veut devenir nomade, mais Gaff lui dit qu'elle doit d'abord servir le roi. Belle dit que sa malédiction lui cause des problèmes de performance, mais elle finit par accepter. L'enfant lapin a réussi à pénétrer à l'intérieur, et Gaff ne se laisse pas impressionner, disant même que c'est une bonne chose. Plus tard, Belle prend un bain et décide de laisser le lapin se joindre à elle. Ce n'est pas du tout effrayant, et elle suppose qu'il est muet. Le lendemain, Gaff l'emmène voir le roi, et une voix désincarnée dit à Belle qu'elle doit divertir Dieu pour compléter le droit des contrats. Le roi fait la volonté de Dieu, alors le trône est une épée cancéreuse qui continue de croître et qui est aussi un arbre. La voix lui dit que le prêtre roi réside à l'intérieur, et il s'avère qu'il s'agit de la voix désincarnée. Ils ont une autre tête sur leur poitrine pour une raison quelconque. Gaff la pousse à s'incliner, mais avant qu'elle ne le fasse, elle dégaine sa lame et se plaint que l'arbre ne la regarde pas. Le roi se demande pourquoi elle veut terminer l'épreuve, et elle admet qu'elle veut découvrir ses racines. Le roi accepte cette raison et lui dit qu'elle a un adversaire à battre, le garde dont elle a brisé l'épée quand elle était enfant. Il s'avère que Shan est vivant. Il demande à une femme de réparer son épée car Belle l'a cassée. Il parle de choses et d'autres, la fille de la raison et l'armée du vide insatiable. Pendant ce temps, Belle affronte le garde. Apparemment, la semence de sa lame a donné naissance à sa nouvelle épée. Les détails sont très obscurs et ne sont jamais expliqués. Elle s'inquiète de ne pas pouvoir le frapper à cause de sa malédiction, et elle a raison, en quelque sorte. Elle le frappe sans l'endommager. Au lieu de cela, Belle le désarme et, ne voyant pas d'autre solution, elle brise son épée, ce qui le rend furieux pendant 2 secondes. La foule la désavoue, mais elle passe l'épreuve. Le roi lui dit d'observer sa malédiction pour recevoir une bénédiction. La voix désincarnée lui dit que briser les épées arrête leur croissance, mais elle le sait déjà.
Sian demande une audience au roi, qui s'avère être son frère aîné. L'enfant lapin se transforme en lapin humanoïde, tandis que Belle s'endort dans des monologues. À la taverne, les garçons qui ont attaqué le lapin parlent d'utiliser les cendres sacrées qu'Adonis leur a données pour réparer leur lame. L'un d'eux a volé la montre à gousset du lapin pour l'attirer, ce qui fonctionne mieux que prévu puisqu'il se téléporte dans leur chambre. Il utilise une sorte de magie pour leur donner l'illusion d'être brûlés vifs. Gaff explique à Belle que les méchants boyards ont l'intention d'attaquer la partie de la ville où vivent ses parents adoptifs. Elle n'a pas le droit de se joindre aux gardes pour les sauver, mais elle y va quand même. Elle ne trouve personne et les chasse hors de la ville, où elle abat les brigands tandis que leur chef s'échappe. Lorsqu'elle va libérer les habitants de leur cage, elle s'aperçoit que son épée les transperce avec facilité. Sease Perrin la remercie de les avoir sauvés et elle apprend qu'ils ont désormais une fille biologique. Elle est d'abord rancunière, mais son ressentiment disparaît peu après lorsqu'elle découvre qu'elle s'appelle Belen, c'est-à-dire la sœur de Belle. Belle leur dit qu'elle a l'intention de devenir une nomade, qu'elle ne peut donc pas rester avec eux et qu'elle s'en va. De retour en ville, elle découvre que son amulette a disparu, mais elle se dit immédiatement qu'elle ne la retrouvera jamais et continue comme si de rien n'était. Il s'avère qu'un des brigands l'a volée, et soudain le lapin apparaît et propose d'échanger sa montre à gousset contre l'amulette. Il se téléporte auprès de Belle et lui demande si elle a perdu quelque chose. Elle ment et dit que non. Il se présente sous le nom de Kitty le Tout et connaît déjà son nom. Il la remercie de s'être occupé de Kitty le Rien et répond vaguement par une platitude lorsqu'elle lui demande s'ils sont de la même famille, puis la conduit dans un bar pour nomades. À l'intérieur, il lui propose d'écouter la chanson qu'il a demandée. Mais Belle est confuse. Pourquoi la femme chanterait-elle si elle n'est pas en train de cultiver ou de construire quelque chose? C'est normal, et cela n'a pas besoin d'explication. Apparemment, la femme chante son nom, et elle se dit que ses parents connaissaient la chanson et qu'elle se retrouverait là un jour, dans cette circonstance précise. Le lapin disparaît, laissant l'amulette à sa place, et Belle s'effondre. Le lendemain, elle rend visite au roi, qui la paie pour ses actes en pesant son épée sur la balance, bien sûr. Belle et Gaff discutent en marchant. Il lui dit que les autres meilleurs solistes sont une sirène, Tiziano, qui change de sexe, et Adonis. Dès qu'il prononce son nom, Belle tourne la tête et voit Adonis se faire balancer en pleine figure. En attendant sa prochaine mission, elle trouve d'autres abominations animales et végétales et se souvient de sa rencontre avec Adonis. Apparemment, il a volé l'épée d'un mort et a refusé de la donner à son plus proche parent, ce qui lui a valu d'être accosté par les gardes. Selon Gaff, Adonis ne cultive pas ses propres épées et utilise celles des solistes décédés. Un jour, Belle va nourrir les petites plantes gremlins et trouve Adonis, l'un des 4 meilleurs solistes, en train de se faire battre une fois de plus. Elle remarque que ses petites amies plantes sont mortes dans la rue et devient folle. Elle sort sa lame émoussée et brise les épées des solistes en herbe tout en les maudissant. Belle aide Adonis à rentrer chez lui, où elle trouve un corbeau mort, signe qu'il a récemment appris le décès d'un membre de sa famille. Elle lui propose son aide, mais Adonis lui répond qu'il doit aller voir si on l'a choisi pour une mission. Adonis parle d'un bambou qui s'avère être son chien mal en point. La créature avale Belle tout entière, et il s'avère qu'il y a une pièce entière à l'intérieur de la chose, comme un petit cauchemar de Tardis vivant. Une fois qu'ils sont tous les deux à l'intérieur, Bambou se rend au palais avec eux. Adonis révèle sa collection d'épées volées et son sort, un point d'interrogation, écrit après le sort du propriétaire précédent. C'est aussi son surnom de malade, la question. Belle essaie de vérifier l'épée, mais il l'en empêche, ce qui confirme en quelque sorte son soupçon qu'il ne peut pas faire pousser une épée. Bambou arrive au palais alors que le roi termine son discours. Tyranno est mentionné, et Adonis révèle qu'ils sont passés du côté obscur et ont fait équipe avec les Outsiders, c'est-à-dire le groupe de ruffians que Belle a rencontré à son arrivée à Park City. Le roi annonce leur nom parmi d'autres.
Tous deux sont enrôlés dans le même groupe et s'entraînent en vue d'un assaut contre le repère des outsiders, les catacombes. L'acte d'ouverture est le premier sur la scène, et Belle et Adonis doivent suivre. Ce soir-là, Sian rencontre le garçon lapin, Kitty le tout. Le lapin menace de tuer Belle si elle fait quelque chose en dehors des paramètres d'un ensemble non défini. Le lendemain, Belle, Adonis et leurs compagnons d'armes partent au combat. Une fois sur place, ils apprennent que la première partie de leur spectacle a été annulée par une bombe. À l'intérieur de la grotte, les lanceurs de sorts installent des barrières et l'avant-garde entre en contact avec une araignée géante. Après l'avoir vaincue, ils sont rapidement envahis par un essaim de petites araignées cachées sur le cadavre. C'est un piège. Adonis aperçoit une silhouette mystérieuse avant qu'elle ne disparaisse dans le sol, s'emparant de leur sort de protection contre l'eau. Une lame perce la surface du sol de la grotte et fait des ravages parmi les solistes. Les autres se replient dans la panique et Belle est séparée des autres. Alors qu'elle erre dans les tunnels, elle tombe sur Bénédictine, qui s'effraie de voir Belle s'approcher furtivement d'elle, au lieu d'annoncer sa présence. Bénédictine lui reproche de ne pas avoir aidé Gordon, son petit ami, lorsqu'il surgit soudain de l'ombre. Mais il n'est pas lui-même. C'est un mort-vivant. Le cerveau de taureau brandit sa hache et Bénédictine perd les pédales. Belle tente de l'aider, mais Gordon lui tend une embuscade. Elle se retourne et frappe. À sa grande surprise, sa lame le transperce. Elle se tourne vers Kitty, le lapin, qui se trouve là par hasard. Bénédictine panique et se jette sur Belle lorsqu'elle tente de l'arrêter. Mais elle brise son épée lorsqu'elle entre en contact avec la lame de Belle. Kitty explique que les sirènes sont des parasites émotionnels qui reflètent les traits de caractère des autres et deviennent leur personnalité à part entière. Maintenant que Gordon est parti, Bénédictine est perdue et commence à se nourrir de l'état mental de Belle. Des cris viennent de l'arrière, Guinness et le manager du groupe s'enfuient pour échapper à quelque chose. Ils se regroupent avec les autres après s'être calmés et se dirigent vers la sortie lorsque Bénédictine entend quelque chose. Ils arrivent à une porte secrète que Bénédictine peut ouvrir grâce à des sons ou quelque chose comme ça. Lorsque Belle entend la voix d'Adonis, elle se précipite dans le couloir pour trouver un soliste mort et Adonis sortant d'une autre porte au hasard. Il leur parle d'un lac à l'horizon avec une sorte de spectacle sur le point de se dérouler. Adonis dit qu'il a travaillé avec le chef d'orchestre des Outsiders. Ils ont tous un ennemi commun, Tiziano. Ils se dirigent donc vers le lac et trouvent une structure au centre avec un pont qui y mène. Tiziano est assis au sommet, ressuscitant les morts du fond du lac et orchestrant un combat entre le bien et le mal. Mais lorsque Tiziano remarque qu'il rôde, elle leur envoie les zombies. Lorsqu'ils se retournent pour courir, un petit garçon insecte apparaît et leur dit de le suivre avant de disparaître. Pendant qu'ils courent, Adonis demande à Bambou, qui peut surgir de nulle part, de cracher des épées pour lui. Elles se brisent après une seule utilisation, ce qui expliquerait pourquoi il les collectionne, mais qui est totalement intenable à long terme. Ils parviennent à une autre porte secrète, que Kitty piège une fois qu'ils l'ont franchie. Il s'avère que l'insecte est le chef d'orchestre, celui-là même qui a kidnappé les parents de Belle. Il leur raconte comment Tiziano les a approchés pour qu'ils s'allient contre les plus grands. Apparemment, lorsque Tiziano a vu Adonis, elle a commencé à devenir folle car il leur avait annoncé une terrible nouvelle dans le passé. Le garçon insecte leur propose d'unir leurs forces contre Tiziano. Après quelques discussions, ils acceptent. L'insecte prend le rôle de chef d'orchestre et désigne Kitty, une personne neutre, comme directrice. Ils finissent par lui rendre sa montre à gousset en guise de récompense. Ils se tournent alors vers Guinness pour qu'il lui confie le rôle de librettiste afin de planifier leur stratégie. Le prêtre manipulateur dit qu'il est un pianiste et qu'il ne peut pas manier l'épée à cause de son masque et de sa chaîne, ou quelque chose comme ça. Un homme-chat s'approche d'Adonis et s'enquiert de ses mains avant d'être éconduit. Belle se demande comment ils se connaissent. Il s'avère que c'est le père d'Adonis et que leur clan n'est pas vraiment dans un camp ou dans l'autre, ni bon ni mauvais. Le chef d'orchestre les met en formation alors que l'ennemi entre dans la salle par les interstices. Le libretto, Guinness, propose un plan
et ils décident de s'installer sur un pont en dressant des barrières de part et d'autre. En raison de l'apparition de l'eau chez les zombies, ces derniers se glissent facilement sous la barrière. Heureusement, ils ont prévu le coup et ont mis en place un piège. Cependant, les forces de Tiziano ne faiblissent pas. C'est loin d'être suffisant. Adonis perd ses gants en se battant, et Belle remarque que les épées qu'il brandit commencent à se flétrir, ce qui expliquerait les gants. Bénédictine intervient pour sauver l'un des outsiders, mais elle est blessée à l'œil. Belle devient Super Saiyan et tue plusieurs zombies dans sa rage. Grâce à leur pouvoir de parasite de sirène, la voix de Bénédictine s'affaiblit et elle change de sexe comme par magie, prenant une apparence plus masculine. Belle se souvient d'avoir entendu dire que ce changement se produisait parce qu'on choisissait de devenir le reflet de ceux qui se reflétaient dans son esprit. Guinness propose d'attirer Tiziano par la ruse, ce que le chef d'orchestre accepte. Ils commencent à couper les sources d'eau à l'intérieur de la grotte pour couper la source d'énergie de Tiziano. Ou s'agit-il de bassins de reproduction de zombies? Belle se demande comment le père d'Adonis connaît si bien la grotte, mais il lui répond qu'il s'agit d'une vision spirituelle qui regarde à l'intérieur pour voir clairement, ou d'une autre explication odieuse qui pourrait être mieux servie en disant simplement qu'ils peuvent voir dans l'obscurité. Adonis dit à Belle qu'il se dirige vers le jardin de la mort, également connu sous le nom de cimetière céleste. Lorsqu'ils arrivent, ils s'arrêtent juste à l'extérieur de la structure au centre et Kitty commence à s'installer autour de la zone. Le pianiste proteste. Ils sont dans un cimetière. Pourquoi diable décideraient-ils de faire leur dernier combat contre les zombies dans un cimetière? Personne ne répond. Ils regardent tous en silence. Les hordes arrivent et les protections ne semblent pas les retenir. Guinness et le chef d'orchestre discutent sans rien dire avant de retomber vers la structure. Tiziano sort du sol et coupe une des jambes du chef d'orchestre. Belle et Adonis se précipitent pour l'attraper avant que Kitty ne déclenche son piège, engloutissant toute la chambre dans les flammes. Quelques instants plus tard, 3 zombies géants remplis de sang apparaissent. Ils libèrent le sang pour créer des mares de zombies, tandis que les autres se préparent à se battre. Tiziano s'attaque au chef d'orchestre, ce qui a pour effet d'arracher le bras de Guinness. Le prêtre pianiste tente de le protéger, mais il est transpercé. Il tombe le masque et meurt immédiatement après, ce qui était prévisible. Adonis et Tiziano s'affrontent. Belle remarque que l'épée de la sirène fusionne avec son corps. Adonis poignarde Tiziano et brise la lame au niveau de la poignée. Il continue à planter des lames dans son corps, mais rien ne semble les ralentir. Soudain, il est englouti dans le sang et entraîné dans un espace liminal. Belle et Kitty le suivent. Tiziano flotte dans cette étrange dimension de poche, riant tandis qu'Adonis la taillade encore et encore, la lame avalant le corps de la sirène. Belle décide d'aider et lance sa lame sur Tiziano, les stoppant dans leur élan suffisamment longtemps pour qu'Adonis lui transperce le crâne, mais ce n'est pas suffisant pour les tuer. Heureusement, Belle rattrape sa lame et brise l'épée de Tiziano, mettant ainsi fin à cette bataille brutale.